Tu faisais référence à ce comment aime ton prochain comme toi-même. Ça peut paraître gros, ça peut paraître énorme, ça a longtemps été le cas pour moi. C'est presque un commandement pesant. Et en fait, je me rends compte avec le temps qu'en fait, ce qu'il nous demande, c'est pas de sauver le monde, il l'a déjà fait. Par contre, ce qu'il nous donne comme chance et comme opportunité, c'est que notre vie, elle prenne du sens. Et notre vie, elle ne prend que du sens quand on offre et quand on donne et quand on aime. Alors bonjour et bienvenue à cette émission ELM en question qui fait suite au culte Quoi de neuf que nous avons vécu dimanche. Et alors ce soir, nous avons des invités particuliers qui étaient présents au culte. En tout cas, vous les avez vus, on a parlé d'eux, de leur expérience, de leur voyage. Et ils sont avec nous pour continuer à discuter sur la thématique de aimer l'autre. Alors donc du coup, je suis bien content d'être avec Priscille et Jonathan, Betsy et Ruben. Donc sur la thématique donc, du comment aimer l'autre. Alors vous avez fait des voyages pas forcément touristiques, mais en tout cas j'ai envie de demander d'abord pour commencer, en quoi est-ce que vous direz que l'amour a été présent, a été au cœur de vos voyages? En quoi? Je pense que c'est une motivation principale. De là, déjà accorder du temps à autrui, et pouvoir accorder du temps juste au-delà de notre agenda. Il faut quand même, ça reste une motivation principale de pouvoir accorder du temps à quelqu'un d'autre, de pouvoir vraiment être sensible à ça, avoir une certaine compassion, de pouvoir vraiment accompagner une activité à autrui, de pouvoir le soutenir dans ce qu'il fait et lui apporter ce dont on a, et lui, sans le savoir, il nous en donne en retour aussi. Donc c'est une richesse pour moi, pour nous, et ça a toujours été comme cela, même chez nous, dans notre quotidien, de pouvoir partager ce qu'on a, et malgré tout, il nous donne. Et heureusement, je vous dirais, mais c'est pas notre première intention, mais quand on voit ce qu'il nous donne, on se dit waouh, mais quelle richesse, et ça vous pousse à aller encore davantage et saisir des opportunités comme ce voyage. C'est aussi, je pense que c'est aller au-delà de préjugés, ou c'est affronter aussi peut-être des peurs, ou c'est ça aussi, aller vers l'autre, c'est se dire qu'on se retrouve par exemple là en pays étranger, avec des coutumes qui ne sont pas les nôtres, avec des langues aussi qui peuvent être différentes de la nôtre, et c'est aller rencontrer l'autre avec ses habitudes de vie, en oubliant tout ce qu'on pense avoir appris, tout ce qu'on pense connaître, et se dire que là, finalement, on remet tout à zéro, et on est simplement là pour donner et pour recevoir aussi, et sans condescendance, sans se dire que nous, on va apporter telle chose, on va leur montrer ce qu'il faut faire, ou non, pas du tout. On est là simplement pour on se tient en disposition aussi, et pour apprendre, pour donner, pour recevoir. Je tourne vers vous, du coup. Ils ont déjà bien répondu à la question. Ce que je dirais, c'est que ça a déjà commencé avec l'amour pour nos enfants, parce qu'en fait, c'était un rêve pour nous depuis longtemps de se dire on a envie d'emmener nos enfants quand on en aura. Je trouve qu'on en a 4 maintenant. On veut les emmener dans un endroit qu'ils connaissent pas, qu'ils puissent aussi savoir ce que c'est cette place de l'étranger, qu'ils puissent savoir ce que c'est de ne pas tout connaître, ce qu'ils puissent savoir aussi. Qui puissent aussi expérimenter le fait de se dire en fait le monde il est quand même vachement plus grand que juste ma petite bulle, ma petite France ou ma petite région. Et pour nous ça a vraiment commencé là en fait, c'est venez les enfants, on va partir autre part et on va aller à la découverte de l'autre. Et ça va peut-être vous mettre mal à l'aise, vous allez peut-être avoir plein de questions, vous allez peut-être mais c'est pas grave, on y va et on va découvrir. Ça va peut-être être intéressant est-ce que vous pourriez nous rappeler où est-ce que vous êtes allé, pendant combien de temps? Et avec quel nombre d'enfants aussi? Alors, nous sommes allés en Inde avec 4 enfants pendant presque 2 semaines et demie. Et on a fait donc quelques jours quand même à Delhi pour aller découvrir un peu la ville. Et puis ensuite, on a fait 35 heures de voyage en train pour aller dans l'est du pays, en Orissa, très loin de toutes les grandes villes. Et donc, effectivement, je pense qu'on était les seuls Européens dans la région depuis bien longtemps. Et on est allé visiter 2 orphelinats avec une 60aine d'enfants dans le premier et une 100aine d'enfants dans le deuxième. Donc, accompagné d'ailleurs d'une autre famille qui habite en Inde et qui avait aussi 3 enfants. Donc ils étaient un peu nos guides, mais c'est des amis aussi. C'est des amis depuis 15 ans maintenant qu'on connaît, donc on n'est pas parti à l'aventure sans rien connaître, on est parti bien accompagné une attache de Ravi notamment, qui lui a vécu dans un de ces orphelinats quand il était gamin, donc il les connaît très bien, il les aime profondément, et c'était aussi bien pour lui de partir avec sa propre famille.
Je me tourne vers vous aussi. Alors nous, on est partis au Sénégal sur une mission très spécifique. C'est des écoles pour... on a donné un coup de main aux écoles pour enfants sourds. Et on est parti avec 3 enfants, donc de 10 ans, 7 ans et 2 ans. Voilà, et on est parti une dizaine de jours. Oui. Et accompagné aussi d'une famille qui connaît très bien le terrain, qui part chaque année en mission là-bas. Donc ça a été aussi important pour nous d'être bien accompagnés. Oui. Et comment avez-vous mobilisé vos enfants pour un tel projet? Comment les mobiliser? On en a discuté déjà avec eux bien avant, je dirais, qu'on ait réservé nos billets, parce que ça déjà, la proposition nous avait été faite. Parce que nous, pareil, comme Ruben et Betsy, on a accompagné un couple qui allait là-bas déjà depuis quelques années pour faire des missions et on a saisi une opportunité puisqu'ils nous l'ont proposé. Et comme c'était dans nos cœurs depuis quelques années, là c'est pareil, on n'avait peut-être pas saisi les opportunités ou c'était peut-être pas le timing tout simplement. Et puis on avait d'autres projets. Il y avait peut-être des enfants, il y avait plein de choses derrière, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ouais, effectivement, on en a d'emblée discuté avec les enfants et puis on leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. On les a laissés verbaliser un petit peu. Et puis, forcément, il y avait des petites appréhensions, pays inconnu, comme disait Ruben, et des gens qu'on ne connaît pas, un milieu qu'on ne connaît pas, c'est un autre continent, waouh, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et voilà, il y a toutes des questions plutôt légitimes. Et il y a eu un travail de fond. On les a laissés choisir aussi. On les a choisis aussi, on les a demandé déjà, on ne les a pas obligés. Et tu as fait ce travail de fond, toi, beaucoup plus intime, tu as plus cette relation intimiste avec les enfants à ce niveau-là. Moi, j'ai rendu plus les angles. Mais, et puis, elles ont grandi. Autant dire qu'au début, ça avait beaucoup d'appréhension, mais après, quand on a confirmé l'acte, c'est-à-dire quand on a réservé nos billets, il y en avait encore des questions, c'était pas parfait, mais il y a l'envie qui était là. Il y a l'envie qui grandissait avec nous aussi, parce qu'on accompagnait aussi, on avait aussi des appréhensions. Il faut pas croire, c'est pas parce que c'est des enfants, mais nous, en tant qu'adultes, on a pas mal de questions aussi. On se dit, waouh, comment on va faire? Et puis finalement, c'était que de la motivation jusqu'au bout, jusqu'à de l'impatience à la veille du départ, quoi. Je pense que ce qui était important, c'était d'intégrer les enfants, en effet, en leur laissant le choix. On leur avait proposé un plan B. Alors nous, notre idée, c'était d'y aller en famille, mais on voulait que la décision vienne, en tout cas, de nos 2 grandes. Notre 3e nous a suivis, naturellement. Mais en tout cas, le fait qu'elles prennent elles-mêmes la décision de venir avec nous, je pense que ça a aussi conditionné tout le reste du séjour. Parce que quand on leur a parlé de ce projet, on leur a aussi parlé de toutes les contraintes. Il y avait les vaccins, il y avait les conditions sanitaires sur place, il y avait plein de choses. Alors, on a eu la chance de voyager un peu avec elles aussi avant, donc je pense que c'est de la préparation indirecte. Elles connaissaient un petit peu déjà l'avion, les voyages, le milieu étranger, mais là, on leur a bien dit qu'on partait pas pour du tourisme. Et en fait, notre première, donc Noélia, a tout de suite pris la décision. Ça a été très rapide, elle était sûre d'elle. Margot, notre 2e, a eu très peur pendant longtemps. Donc, elle a fait son petit cheminement. Et en fait, tout au long des préparatifs, on a regardé des reportages, on est allé chercher des livres à la bibliothèque sur le Sénégal. Donc, on a fait vraiment toute cette préparation. On a regardé beaucoup de photos aussi, des sites internet aussi sur les champs missionnaires qu'on allait visiter. Et en fait, un jour, elle s'est levée. Donc, Margot s'est réveillée un matin et elle nous a dit, là, ça y est, je sais que je suis prête. Et en effet, toute la suite du séjour s'est bien passée et elles se sont investies parce que je pense que dans leur cœur, il y avait déjà un travail fait. Merci. J'aimerais vous demander, pour vous, quel a été le plus grand défi dans la préparation et... Le plus grand défi les préparer à la nourriture, je pense. Le grand défi, je pense qu'ils étaient sur place plus que dans la préparation. Voilà. En fait. Okay. C'est ça. La préparation, globalement, s'est bien passée. Oui. Moi, c'était ma 4e fois en Inde. C'était sa 2e fois. Que nous avions déjà été là-bas et c'est pour ça aussi qu'on voulait emmener nos enfants en Inde. Parce que nous, on a déjà un amour pour ce peuple, en particulier les Dalits, les Intouchables. Et voilà, donc on voulait vraiment transmettre quelque chose que nous avons vécu aussi à nos enfants. Et ça peut être un autre pays que l'Inde, ça aurait pu être. Mais voilà, comme nous étions déjà là-bas. Ça a facilité aussi le fait de partir, mais c'est vrai qu'on en a parlé, nous, depuis bien avant, le fait de se dire qu'on allait y voyager. On leur racontait régulièrement des histoires de comment c'était quand on y était, ou quand on passait des coups de fil à notre ami Ravi. Voilà ce qu'ils nous a raconté sur ce qu'ils étaient en train de vivre en famille. Ils avaient aussi des enfants, donc voilà, on en parlait longtemps. Et puis à un moment est venue l'idée de se dire, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas ensemble, quoi?
Et assez rapidement, il y a eu une forme de bah ouais, si vous y allez, on vient avec, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. On va y aller tous ensemble. Et donc après, bon, on s'est assuré d'avoir des discussions très précises sur ah bah tiens, on va prendre une carte du monde, regarder où c'est. On a regardé des vidéos aussi sur l'organisation, sur ce qu'ils faisaient. On a regardé aussi des photos. Puis on les laissait un peu explorer. Et puis elle posait plein de questions en permanence. Et juste le fait d'accueillir toutes ces questions avec des réponses qui parfois étaient j'en sais rien du tout. Parfois c'est ah ben ça se passe comme ça, ou parfois c'était ah ouais, là ça va être compliqué là. C'est épicé là-bas, oui c'est très épicé. Alors par exemple on a commencé à manger indien avant de partir. Tous les samedis on prépare indien pour les préparer un peu. Mais je pense que elles ont eu leur dose une fois là-bas. tout le temps. Une fois même on est allé on a commandé un repas à McDo et même ça c'était épicé. Tous les autres un peu plus. Ce qui est marquant dans ce que vous avez partagé tous les quatre, du coup, c'est vraiment la transparence et l'honnêteté que vous avez eu vis-à-vis de vos enfants, de leur partager, ben voilà, où on aimerait aller, qu'est-ce que vous en pensez, et en fait, vous leur avez tout simplement transmis ce que vous aviez à cœur, quoi, et derrière, ils vous ont fait confiance. Ce qui pour moi était vraiment important depuis le début, c'est qu'en fait, ce soit leur voyage. Et pas juste le nôtre, puis on les prend avec et on les tire avec nous. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se l'approprient? Et ça, c'est ce que vous avez dit, c'était génial, votre manière de le faire, et c'était devenu le leur. Nous, on a essayé à notre manière aussi de se dire, en fait, on y va ensemble. Une autre manière de les préparer aussi, c'était de se dire, tiens, est-ce que vous pourriez pas emmener un peu de vos amis avec vous? Et donc, c'est comme ça que toutes les tribus ULM ont écrit une carte pour un des enfants dans l'orphelinat. Et même avec leur école élémentaire, donc ils sont 200 dans leur école élémentaire, celle où sont les 3 grandes, et les 200 ont écrit une petite lettre, un petit mot ou un petit dessin qu'on a pu ensuite distribuer là-bas. Donc c'est aussi une manière pour elles de se dire c'est mon voyage, c'est notre voyage, on vient avec tous les petits mots de nos copains et de nos copines. Oui, pour élargir l'expérience à d'autres aussi et promouvoir un échange. Et ça les a rendus participants. C'est ça, ils sont acteurs en fait. C'était le projet de le présenter à leur manière. Là, on a eu des retours aussi alors, les filles sont allées dans les classes. Alors, au début, ça devait être juste dans leur classe. Et en fait, apparemment, elles ont été convaincantes et les maîtresses ont été touchées. Donc, toutes les autres maîtresses ont voulu que les filles passent dans leur classe avant le projet et donc sur le retour de projet. Et en fait, on a reçu des mails des enseignants qui nous disaient qu'ils ont été bouleversés par alors, la petite anecdote aussi, c'est que la maîtresse de notre fille Noélia a pleuré. Elle l'a appelée à part et elle lui a dit mais tu m'as bouleversée, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et je me suis dit que les enfants ont leur rôle à jouer. Et alors je rebondis aussi sur autre chose, c'est que donc là on est amis avec Ruben et Elisabeth. Et en effet, un jour, on s'est réunis, on a mangé ensemble et on s'est dit, voilà, on a tel projet. Et en fait, ça a tombé en même temps. Ils sont partis aux vacances scolaires, donc juste avant, donc en février, nous on est partis en avril. Et ça a beaucoup joué aussi pour nos filles parce que nos filles sont très amies. Et on a pu regarder aussi le film de votre voyage et nos filles aussi. Enfin voilà, ça a remué quelque chose dans leur cœur où elles se sont dit, tiens, les filles ont vécu ça. Enfin, ça a aussi été un modèle. Nous, on se régalait déjà de leurs anecdotes, de leur passé humanitaire. C'est vrai qu'on en parle souvent. Voilà, c'est hyper enrichissant. Mais en plus, nos filles ont pu partager des choses avec leurs filles. Et ça a été vraiment important pour elles aussi. Pour nous, ça fait partie de la préparation. Tu parlais du temps juste avant, ça fait partie de cette préparation-là. Ils ont contribué à ça pour nous. Et ça nous a d'autant plus motivés aussi. Mais les enfants, ils ont kiffé. Ils ont dit waouh. Et on veut vivre des choses comme cela aussi, quoi. Donc on s'est vraiment aidé. C'est la aussi parce qu'il y a une forme d'influence quand même vis-à-vis des enfants. Ça rassure aussi nos enfants de se dire c'était génial. Il y a d'autres enfants. Ils font la même chose aussi. Il y a une forme de. C'est ça. La mayonnaise elle prend. Ils le font aussi, nous on le fait aussi. Ça nous encourage, on s'encourage mutuellement en fait. Et les enfants, finalement, ils le vivent à leur âge. À 8, 9, 10 ans, ils arrivent à s'encourager mutuellement grâce à ce genre de choses. Mais tu vois, tandis que ça s'est fait en interne, mais aussi en externe. Quand on a vu la prof et puis les élèves aussi qui ont été, on a eu beaucoup de retours comme cela, des gens qui étaient sensibles à cela. Et si on a pu semer quelque chose, donner un exemple, un style d'exemple, on leur dit, mais saisissez l'opportunité aussi. On n'est pas meilleur que vous. On le fait dans un but bien précis aussi, mais parce que ça répond à nos attentes et puis voilà. Mais ça émousse quelque chose chez les gens et on veut croire que ça peut encore davantage émousser. C'est vraiment beau de voir comment alors
de papa et maman ont eu un projet, un rêve, ont partagé ça aux enfants, qui y ont adhéré, et derrière, eux-mêmes, ils ont réussi à faire adhérer autour d'eux toute une famille, en fait, pour justement aussi aller et partir, voilà, de deux familles. Finalement, t'as des centaines d'autres familles qui ont aussi contribué à voyager et à aussi aider indirectement dans ces projets-là. C'est vraiment incroyable l'impact que la famille vraiment peut avoir finalement autour. Et comment est-ce que du coup vos enfants ont vécu les voyages le jour J, enfin quand ils étaient, comment est-ce que vous les avez vus interagir sur place? Moi, je dirais que globalement très très bien. Il y a eu des choses qui les ont peut-être surprises ou qui les ont heurtées. La pauvreté, de voir les mendiants ou de... juste entendre ceux qui crient dans la nuit dans le quartier ou qui passent vendre ses légumes et ses fruits. C'est différent de chez nous, donc mais on a toujours essayé de garder à l'esprit que il y a cette grande diversité dans la création, dans les peuples différents et voilà ce que je dirais. Je vais essayer de rajouter. C'était marrant de voir au début, donc on avait nos amis, donc Ravi et Jenny, qui sont venus avec leurs enfants, et c'est la première fois que les enfants se rencontraient entre eux. Et en fait, il y a eu toute cette période d'observation. Alors, ils parlaient tous anglais, donc ça a été. Mais au début, ils venaient de deux mondes différents, donc c'est compliqué de dire de quoi on va parler, de quoi on va... Puis finalement, ils ont trouvé un jeu auquel ils pouvaient tous jouer ensemble, et là, c'était le déclic. Et tout d'un coup, c'était devenu les meilleurs amis du monde. Ils passaient tout leur temps ensemble, et c'était chouette de les voir comme ça s'acclimater. Mais ouais, après, il y a eu, en fonction des personnalités aussi, c'est beaucoup d'observations. Beaucoup d'observations pour une. On sent que ça intègre toute cette différence. On ne sait pas encore trop quoi en faire. Et maintenant encore, je pense que ça remue. Puis après, il y en a une autre avec elle. C'était pas de problème. Dès qu'elle pouvait faire quelque chose, rencontrer quelqu'un, parler avec quelqu'un, elle y allait, elle le faisait. Donc là aussi, on voit les différentes personnalités des enfants qui vivent les choses, quoi. Et puis la toute petite, la toute dernière. Ouais, elle avait peut-être un peu plus de mal, mais... Ouais, surtout à la fin, on dit, alors c'était comment l'Inde? J'ai pas trop aimé, mais j'ai bien aimé le fait qu'il y avait des escalators dans les escaliers qui bougent, comme elle disait, ça, escaliers qui bougent dans les aéroports. Voilà, c'est pas trop ce qu'elle a retenu, mais voilà. Et pour vous? Alors, nous, Anaï a beaucoup pleuré les 2-3 premiers jours parce qu'elle était dans l'observation et je pense que dans sa tête, ça faisait beaucoup. On lui avait aussi parlé, expliqué les choses, mais on ne savait pas ce qu'elle avait vraiment compris de ce voyage. Donc les 2-3 premiers jours, elle a beaucoup pleuré et après on a senti qu'elle prenait ses marques. Noélia était celle qui était prête depuis le début et en fait on est arrivé la nuit à l'aéroport et tout de suite on a eu 4-5 personnes qui sont venues nous demander de l'argent, ils voulaient porter nos valises. Enfin, elle s'est sentie tout de suite assaillie. Donc quand on est arrivé, elle a pleuré pendant une demi-heure en se disant mais mince, est-ce que je me suis pas trompée? Margot, ça a été. Et en fait, le lendemain, tout était passé, on a beaucoup parlé ensemble. Donc non, ça s'est vraiment bien passé. Les conditions sanitaires n'étaient pas évidentes. Il y avait les coupures d'eau ou quand on avait de l'eau, elle était gelée. Voilà, donc ça a été les petits moments pas cool. On a été attaqué par des singes. Alors ça, c'est la petite anecdote. Donc ça a été le seul... Voilà, trop merci. Voilà, ce séjour. Donc ça a été vraiment... On a vraiment... Ça a été une journée particulière. On a dû prier pour elles le soir parce qu'elles ont eu tellement peur. En plus, il y en avait dans le quartier. Donc elle demandait vraiment à ce qu'on vérifie que les fenêtres soient fermées, tout ça. Donc le lendemain, pareil, on a pris le temps d'en parler avec elle, de vérifier que toutes les fenêtres soient bien fermées. Enfin, voilà, donc ça s'est passé. Mais sinon, non, vraiment tout au long du séjour, j'ai l'impression qu'elles l'ont vraiment très bien vécu parce qu'en effet, elles étaient prêtes. En plus, il y avait cette difficulté d'être, alors non seulement de s'adapter à la culture africaine, mais en plus de s'adapter à la culture des sourds. Et voilà, c'est encore une autre culture, c'est une autre modalité d'expression. Et en fait, elles se sont lancées. On leur a dit, si vous ne vous lancez pas tout de suite, ce sera compliqué. En plus, on n'avait pas beaucoup de temps. La mission était quand même relativement courte. Et en fait, elles se sont lancées. Elles ont essayé. Et puis les enfants étaient aussi très ouverts. Et quand on n'arrivait pas à se comprendre, et ben les enfants
étaient là aussi pour nous donner des signes, pour mimer s'il fallait. Enfin, voilà. Non, vraiment, je trouve qu'elles se sont très, très bien adaptées. Et le petit, alors nous, c'était le test de voir comment les enfants s'adapteraient. Elles se sont aussi, en plus de s'être adaptées, investies parce qu'elles ont été prises sous l'aile de plusieurs enseignants qui leur ont confié des missions. Par exemple, en classe de maternelle, elles ont beaucoup aidé. Et en fait, à la fin du séjour, le dernier jour, elles ont pleuré toute la soirée, toutes les deux. Et c'était vraiment à chaudes larmes parce qu'elles disaient, ben non, c'est trop court. On voulait rester, on se sentait bien ici. Et en fait, ça a été le petit signe pour nous que dans leur cœur, il s'est passé quelque chose aussi, en fait. C'est ça. Clairement. Oui. Oui, ben, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Si ce n'est que quand tu parlais Ruben tout à l'heure, nous c'est pareil, quand on a ce couple d'amis qu'on a, enfin amitié, on a construit cette amitié aussi. Nous ça a été les premières connaissances, je dirais, que la première fois qu'on les voyait avec les enfants, c'est à l'aéroport quand on est arrivé là-bas. Donc c'était aussi beaucoup d'appréhension, s'observer au début comment on allait fonctionner, est-ce qu'on allait bien s'entendre, en fonction des caractères de chacun, etc. Et puis on a pu très bien s'adapter. Bon, je pense qu'ils nous ont bien supporté, hein. Non, ils ont été patients avec nous, et je pense, mais on les aime énormément et ils nous ont vraiment, je bénis Dieu parce qu'on a vraiment eu un couple qui nous ont vraiment soutenus, nous ont vraiment éclairés, qui nous ont vraiment donné, pour ma part, peut-être un petit coup de pied au derrière, dans la façon de parler, pour pouvoir avancer un peu et casser un peu les codes aussi parfois. Hein, on a nos codes à nous, mais on a pu s'adapter jour après jour et ça s'est fait. Je vais pas dire, j'ai pas envie de dire que ça s'est fait dans la difficulté, mais dans la simplicité. Mais on a fait un pas à la fois et ça s'est fait tellement naturellement vu les obstacles qu'on avait, une barrière de la langue. Après, en même temps, dans une communauté sourde. Donc c'était, même pour moi, pour ma part, c'était pas évident, mais on arrive à communiquer à partir du moment où vous avez cette sensibilité d'aller vers l'autre, vers autrui. Moi, je pense qu'il y a la petite touche de Dieu. Hein. Dieu nous donne un petit coup de main comme ça. Et puis, vous communiquez, vous leur laissez quelque chose, et puis ils vous font un feedback en vous disant « Waouh, on voudrait vous revoir, on voudrait... » Enfin, il y a plein de choses comme ça. J'ai dit « Waouh, on a semé quelque chose. Et puis, pourtant, ils nous ont tellement redonné. Mais tu vois, quand on voit les barrières qu'il y a, tu dis « Mais on filtre pas beaucoup, finalement. » Mais si, de par ton attitude, de par ton comportement, de par ce en quoi tu participes, ce en quoi tu les aides, et tu fais « Waouh !» Mais dans ta tête, c'est si simple, mais si riche à la fois. C'est incroyable. Si je reviens sur la thématique qui a été développée au culte Quad 9, c'est vraiment aimer l'autre, être avec l'autre, vivre avec l'autre, découvrir l'autre. Des voyages que vous avez de sauvages que vous avez pu expérimenter, quelle a été la découverte du aimer l'autre que vous avez vécu? Quelle a été c'est peut-être cette nouvelle notion, ce nouveau point que vous n'aviez jamais vu, que vous avez dû pratiquer, auquel vous avez été confronté? Un nouveau point, faudrait que je réfléchisse, mais en tout cas, on avait aussi cette barrière de la langue, parce que finalement, surtout, enfin dans les orphelinats, je parle parce que c'était en milieu assez rural, et donc il y avait la langue vraiment locale, donc même pas hindi. Mais voilà, on avait ravi notre ami avec nous, donc il venait de cette région-là, donc mais voilà, les filles pouvaient pas parler avec les enfants de l'orphelinat, donc il fallait trouver d'autres moyens pour interagir, et puis même pour moi, je me souviens, il y avait un aire de jeu. Et le soir, on était parce qu'il faisait très très chaud, donc voilà, on y allait plutôt le soir. Et tous les enfants de l'orphelinat étaient aussi là, et là c'était un centre où il y avait que des filles, donc elles m'entouraient en fait, mais je pouvais pas leur parler. Donc on était là un peu à se regarder, et en fait voilà, parfois on peut se demander mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un quand tout ce qu'on peut faire, c'est de se regarder. Voilà, il fallait... déjà, je priais dans mon cœur. Et puis, j'essayais de leur parler. Elles ne comprenaient pas. On faisait des gestes aussi. Ça n'a rien à voir avec le langage des signes. Mais voilà, quand on ne parle pas la même langue, on trouve d'autres moyens. Et puis, j'ai fini par leur apprendre un petit peu à compter en français ou en d'autres langues jusqu'à 10. Et c'était marrant juste de voir qu'elles étaient preneuses de toute l'attention que je pouvais leur apporter. C'était pas la première expérience pour moi pour faire quelque chose, en faisant quelque chose comme ça, mais voilà. Je pense que c'est clé de ce que tu dis, c'est on a pu
au minimum être là et leur donner de l'attention, c'est une manière de dire vous comptez. Voilà. Vous êtes pas oubliés. Pour moi, c'était une des choses aussi que je voulais transmettre. Vous n'êtes pas oubliés. Et en fait, quand il y a un étranger comme ça qui vient de si loin pour eux, ça veut dire quelque chose parce que quand on entend certaines histoires d'enfants, on se dit mais en fait, si moi il m'arrive quelque chose en France, j'ai ma famille, j'ai le système de justice, j'ai la sécurité sociale, j'ai un certain nombre de choses et de personnes où je peux m'en sortir. Je me retrouve là-bas dans un contexte rural où si quelqu'un a envie de profiter de l'enfant, d'abuser ou de le vendre, il n'y a pas de système qui viendra les défendre. Il n'y a pas une personne qui viendra s'occuper d'elle. Et c'est ce que j'ai vu dans cet orphelinat, c'est ce que j'ai vu chez Binet. Binet, c'était le responsable. Et sa femme, ils ont un tel amour pour leurs enfants. Et vous comptez pour nous, combien de temps ils ont passé 7 mois, quand ils sont arrivés dans la région, à faire du porte-à-porte pour aller voir quels étaient les enfants qui avaient besoin d'aide. Et ils ont comme ça fait 7 mois de porte-à-porte pour aller, j'allais dire, récupérer les 30 premiers enfants, ceux qui avaient le plus besoin d'aide, ceux qui auraient été certainement mariés, celles qui auraient été certainement mariées à 12 ans, parce qu'il fallait bien subvenir aux besoins de la famille. Ils disent non, c'est pas possible, ça c'est une injustice. Et viens avec moi, on va s'occuper de toi, on va te donner à manger, on va te donner une éducation, on va te donner un futur, tu comptes. Et pour moi, c'était une manière de mettre une petite pierre à l'édifice en plus de ce que eux faisaient déjà très bien sur place. Dire oui, vous comptez vraiment. Voilà. Juste être avec eux, jouer avec eux, faire des jeux, animation. Et une autre chose aussi, c'était Binet. Je reparle de Binet parce qu'il a un cœur grand comme ça. Il nous a tellement appris et on s'est rendu compte seulement après coup qu'en fait, il a dû emprunter de l'argent pour nous accueillir et nous donner à manger. Il nous faisait des repas royaux. On se sentait tellement accueillis. Il le faisait avec tellement de joie. Ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'il avait emprunté de l'argent pour le faire. Alors, heureusement bien sûr qu'on leur avait donné quelque chose qui a couvert ça à la fin, mais le fait de pouvoir dire, mais en fait, vous avez tellement de dignité, vous êtes capable de nous accueillir. Pour moi, le fait d'être dans la position de celui qui est accueilli, c'est une manière de dire, mais en fait, je vous rends votre... Enfin, c'est pas que je vous rends votre dignité, vous l'avez déjà, mais vous avez tellement de dignité que vous êtes capable de m'apprendre et de m'accueillir et de me montrer et avec vos histoires, de m'encourager moi. De faire cette sacrifice aussi pour nous. C'est pas nous qui venons tout sacrifier avec nos enfants pour passer du temps avec eux, mais voilà, c'était aussi vraiment une vraie sacrifice. Moi, j'ai jamais dû emprunter de l'argent pour inviter quelqu'un à manger chez moi, donc j'imagine même pas en fait. Donc nous avons, nous nous sommes sentis aimés, nous. Et le fait de leur donner cette capacité de le faire, c'est aussi moi je repense à ces paroles de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il regarde ça, il dit waouh, c'est très bon. Alors ouais, le péché est venu casser tout ça, mais Dieu a regardé ça et dit c'est très bon. Et quelque part, j'avais tellement envie de retourner vers ces gens-là, que ce soit les enfants, que ce soit ceux qui s'en occupaient, et de me réjouir avec eux, de dire purée, ce que Dieu a fait, c'est tellement beau et c'est tellement bon. Alors oui, il y a le péché qui est venu cacher tout ça et casser tout ça et qui est venu. Mais est-ce qu'on peut juste reprendre un pas en arrière et de me dire c'est tellement beau, vous avez été tellement d'encouragement pour nous. Et les enfants, dans leur sourire, dans leur capacité, ils ont fait les danses indiennes, pour moi je trouve ça formidable, c'est tellement beau. Et de leur laisser l'opportunité de partager ça avec quelqu'un qu'ils ne connaît pas, c'était une manière aussi de me redire et de leur redire. Mais c'est beau, quoi. Un moment qui m'a aussi touchée, c'était le culte, le premier centre, on était le week-end, donc on a vécu sur place le culte du dimanche avec eux. Et c'était le moment qui m'a touchée le plus parce que il y en avait certaines de ces filles qui pleuraient pendant le culte et je voyais sur leur visage et dans leurs larmes qu'elles savaient vraiment de quoi elles avaient été sauvées. Et c'était un témoignage d'amour pour moi de nouveau. Je parle de ce que moi j'ai reçu, mais de Binet et sa femme, de ce que eux ils ont pu donner à ses enfants. Et que, tout comme nous avons pu transmettre à nos enfants quelque chose à travers ces voyages, c'était pas leurs enfants, mais si. Parce que voilà, ils prenaient soin d'elle et elle recevait aussi une éducation parce qu'elle pouvait aller à l'école. Enfin, à travers tout ce que l'organisation faisait, voilà. Et ce couple en particulier qui se donnait pour eux, voilà. C'était aussi un témoignage
pour nous, pour nos enfants. Et je pense qu'on en reparlera. Quand les enfants vont grandir, on regardera les photos de nouveau. Nous avons fait faire aussi une petite vidéo. Et ça va faire revenir des choses aussi, peut-être dans l'avenir, on ne sait pas encore. Donc moi, je prie encore pour ça, pour mes enfants, que Dieu puisse faire revenir plus tard aussi des souvenirs qui les ont marqués et comment tu vas mettre ça en œuvre aussi pour ta vie, pratiquement, pour la suite. Ce que je trouve vraiment beau dans ce que vous dites, en plus tu as mentionné Genèse 1, c'est vrai que Dieu a créé l'homme à son image. Le péché est venu et nous a déclassés, tout enlevé. Mais une fois, Daniel disait que ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est de rendre à l'homme sa dignité. Et je me rends compte que dans le fait d'aimer l'autre, dans ce que vous avez vécu, il y a cette dimension de je rends à l'autre sa dignité, je te considère, je sais que tu es là, je sais que tu es présent et je te vois, je suis là pour toi. Et inversement, vous êtes accueillis, mais c'est en mode je donne tout pour eux parce qu'ils viennent chez moi et je veux qu'ils se sentent accueillis, qu'ils se sentent bien, pleinement humains, j'ai envie de dire limite. Mais c'est vraiment beau se aimer l'autre. Et dans la même idée de cette question-là, vous êtes revenus, vos enfants sont revenus, vous êtes là. Maintenant, comment est-ce que vous vivez le aimer l'autre après ce voyage, en revenant? Comment est-ce que vous le vivez maintenant, ce aimer l'autre, déjà au sein de votre famille, et comment vous le vivez aussi maintenant autour de vous? J'y vais. Okay, très bien. Non, en général, je te prends pris. Non, c'est pas grave. Écoute, on le voit différemment. On s'est repositionné, croyant aimer l'autre avant, tu vois, et on le voit différemment au travers témoignages qu'on a pu entendre, ils sont vraiment puissants, et de certains témoignages, enfin ceux à quoi on était témoins aussi, ce qu'on a pu vivre là-bas sur place. C'est que au-delà du contentement, c'est une forme de comportement à avoir forcément, mais t'es obligatoirement plus sensible, t'es plus à même à moins penser à toi en fait, t'es plus sensible à la compassion et à l'attention vers l'autre, tu vois, et c'est prendre le temps aussi de prendre du temps avec l'autre, de pouvoir l'écouter peut-être, tu vois, et même quel que soit dans ma profession où je suis amené à soigner, je reconsidère aussi ma position en tant que soignant, tu vois, et puis je me dis waouh, je prends un peu plus de temps, je regarde la personne différemment au-delà de la souffrance, mais je lui dis waouh, tu sais, le fait de peut-être parfois avoir un comportement assez technique, etc. Tu réponds aux relations d'aide et compagnie, enfin bref, voilà. Tu te dis, waouh, le fait de juste prendre du temps dans ce monde où on court énormément, tu prends du temps avec eux, pour eux c'est tellement important d'être à l'écoute, de pouvoir placer aussi ce temps d'encouragement, de pouvoir le soutenir aussi, demander des nouvelles derrière, ce qui est peut-être un vrai faux chez moi aussi parfois, mais que j'aimerais améliorer davantage. Et moi, ça m'a fait grandir, simplement, ça m'a fait vraiment grandir, et au-delà de tout ça, pendant que vous discutiez, moi je vois un côté surnaturel quand même, dans tout ça, je me dis dans ce comportement où ton ami, voilà, vous recevez, etc., mais je me dis, humainement parlant, on reçoit avec ce qu'on a, ou quoi que ce soit, mais de là faire un effort, tu vois, même de là emprunter pour pouvoir honorer l'invité que tu ne vois pas forcément tous les jours, tu ne vois peut-être une fois dans ta vie, il y a un côté quand même surnaturel là-dedans, parce que je me dis waouh, on fait partie de la même famille de Dieu, et je veux t'honorer, et c'est cet amour-là qui est vraiment touchant, qui bouleverse, moi qui me bouleverse sincèrement, qui me travaille et qui nous pousse à faire de même. Je dis pas forcément emprunter à chaque fois que tu reviens dans la maison par exemple, mais c'est pas ça, c'est que t'aimer davantage tel que tu es, et puis avec nos défauts chacun, etc. Mais l'amour, vraiment, il y a ce côté, vraiment, cet amour qui est puissant et qui transcende tout, et voilà, qui nous permet de revivre simplement les choses, et c'est incroyable, quoi. En fait, déjà, je trouve que quand on est un couple ou quand on est une famille, on apprend déjà l'amour au quotidien, parce qu'on a nos caractères, on a nos humeurs, on a le rythme des fois qui nous entraîne dans plein de choses. Donc déjà, c'est important aussi d'apprendre à s'aimer, à se demander pardon. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on applique tous. Voilà. Et le fait d'aller vers les autres, en fait, moi, je pense que cette mission m'a permis aussi de redécouvrir, en effet, qu'on peut aimer à travers des choses simples. Oui. Alors, en effet, on aurait plein de témoignages de personnes qu'on a rencontrées là-bas qui nous ont bouleversés par leur foi, leur amour pour les âmes, pour les enfants, et on a vécu des choses extraordinaires. Mais alors, j'ai un témoignage vraiment très, très simple et qui m'a remis... qui m'a bouleversée. En fait, ça se résume avec un ballon. En fait, avant de partir, et c'est quelque chose qui m'a
qui m'a beaucoup fait réfléchir. En fait, avant de partir, dans les derniers jours, je disais à Jonathan, il faut qu'on achète un ballon de foot. Pourquoi ? Enfin, non. Enfin, je savais pas. Les besoins sur place, on m'avait dit du matériel scolaire, des choses médicales, tout ça, mais j'arrêtais pas de lui dire, il faut qu'on achète un ballon. Quand on a vu l'état de nos valises, on avait trop de valises. On s'est dit, bon, le ballon, on va avoir du mal à le caser. Et on arrive sur place, je fais connaissance avec les superviseurs des enfants, et je vais voir un superviseur et je lui dis, bah voilà, les enfants ont amené ça, ça, ça. On m'avait donné la consigne de tout transmettre au superviseur et que lui distribuerait par la suite. Donc il me regarde, il me dit, ah d'accord, c'est bien. Puis après, je me suis arrêtée, je me suis dit, non, mais vous avez besoin de quoi exactement ? Et d'un seul coup, son regard s'illumine et il me fait, on aurait besoin d'un ballon de foot. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas amené ce ballon ? C'est tout, bon, j'ai regretté et j'en ai quand même parlé à nos amis puisque des donateurs avaient donné donc de l'argent et finalement ils ont tellement été généreux qu'on avait encore des dons qui n'avaient pas été attribués. J'en parle à nos amis qui sont tout de suite partants et qui se disent bon ben on va, si on trouve des ballons, il fallait en trouver et on réservera un don pour ça. Et on a cherché tout au long du séjour et dans les derniers jours, on trouve un marchand de ballons, on achète 4 ballons et donc la veille de notre départ, on a fait une cérémonie d'adieu, de remise de cadeaux, tout ça. Et en fait, c'est vrai que tout au long du séjour, on avait réussi à entrer en communication avec la plupart des enfants, mais il y avait des jeunes, alors qu'il y avait la vingtaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sourds qui étaient dans ces écoles n'avaient aucune éducation avant d'être pris en charge dans les écoles. Donc, par exemple, il y avait des sourds de 24 ans qui étaient en CM2. Il y avait aussi ce gros décalage-là qui était un peu compliqué pour nos filles parce que ces enfants-là voyaient nos filles comme des prodiges, et alors que non, c'est juste qu'ils n'avaient eu aucune éducation avant. Et donc ces jeunes nous regardaient un peu et je pense qu'on était les personnes qui encore une fois venaient les voir, allaient repartir et donc oui, ils nous ont beaucoup observés. Et lors de cette remise de cadeaux, on leur annonce qu'on a 4 ballons. Et alors là, certains ont pleuré, ils ont tapé des mains, mais pendant je ne sais combien de temps, les superviseurs qui étaient aussi dans cette observation pendant longtemps sont venus nous voir, mais les larmes aux yeux, en nous disant, mais vous avez répondu à un besoin, parce qu'en fait, donc ils avaient juste un ballon qui avait pris feu, qui était tout dégonflé, et le foot, c'était vraiment, c'était finalement l'une des seules activités qu'ils pouvaient avoir. Et en fait, ils rêvaient de faire partie de compétitions, donc on connaît les Lions du Sénégal, mais il y a aussi une équipe sourde professionnelle. Et en fait, ces enfants rêvaient de faire comme eux. Et en fait, quand on leur a offert ces ballons, tous les jeunes finalement qu'on n'avait pas réussi à atteindre, et ben en fait, sont venus nous voir, ils nous ont pris dans les bras, ils nous ont dit qu'ils nous aimaient. Et en fait, je me dis, l'amour finalement, ça m'a permis aussi de redécouvrir que l'amour, des fois, on se dit, on va partir à l'étranger, on va apporter à manger, on va apporter ça. Et puis en fait, non, c'était juste leurs besoins, Bien sûr qu'ils ont besoin de nourriture, tout ça, mais leur besoin sur le moment, c'était juste des ballons de foot. Et ça m'a vraiment permis de comprendre tout ça, nos enfants aussi, puisqu'ils ont été témoins. Et c'est vraiment une des anecdotes la plus simple, je crois, de notre séjour, mais finalement qui m'a remué. Donc l'amour, c'est ça, et ça peut être vraiment la même pendant ce séjour. En fait, on était... donc les enfants sourds sont souvent très dévalorisés. Alors dans les villages, souvent on considère que le handicap c'est une malédiction, donc les enfants sont rejetés, sachant qu'ils n'ont pas de moyens de s'exprimer, ils sont aussi victimes d'abus en tout genre. Et donc c'est vraiment une population qui a une très très faible estime d'elle-même. Et en fait, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que tout au long de ce séjour, chacun de nous a été amené à valoriser l'autre, et sans arrêt en lui disant mais tu as de la valeur, et c'est ce qu'on a répété pendant tout ce temps. Et ça peut être ça aussi, l'amour. C'est juste aller remercier quelqu'un qui a pris soin de nous. Ça peut être juste envoyer une petite carte à quelqu'un qui passe un moment difficile. Et c'est ce qu'on essaye en tout cas de mettre en pratique. On veut pas être trop ambitieux parce que des fois on veut s'engager il y aurait plein de super projets à faire et voilà, on a peur de ne pas pouvoir les tenir. Mais je me dis commencer par des choses très concrètes. Juste prendre des nouvelles de quelqu'un ou ça peut être un copain, personne ne veut jouer avec lui à l'école, et juste prendre le temps d'aller vers lui. C'est ce qui s'était passé aussi. Une de nos filles, à l'école, un garçon, tous les garçons se moquaient de lui. Ils avaient fait semblant de lui offrir une carte d'anniversaire, une invitation pour un anniversaire, et ils l'ont repris juste pour le narguer.
Sauf que notre fille avait son anniversaire juste après, donc ce petit garçon était dans tous ses états, il avait pleuré, et en fait comme notre fille avait son anniversaire quelques semaines après, elle a dit j'ai pas joué mon joker, et elle est allée l'inviter, c'était sa première fête d'anniversaire, et là en fait il s'est senti valorisé parce que personne ne voulait de lui, mais une petite fille avait pris soin de l'inviter. Donc je pense que c'est juste, c'est des choses très concrètes. Des choses simples, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est vraiment ce que je retiens, c'est être vraiment être simple. Ce que tu peux faire, tu le fais, mais avec simplicité et puis amour, quoi, je veux dire, et authenticité. C'est tout ce que je peux retenir de ce voyage concrètement. Si ça se résume en un mot, bien sûr, mais il y a tellement de choses. C'est vraiment marquant parce que des fois on a cette conception de aimer l'autre. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, tu sais pas à quoi t'attendre, tu dis c'est un commandement de Dieu, ça doit être tellement, tu dois faire ça. Et au final, vraiment de vos deux expériences, on se rend compte qu'aimer l'autre, c'est très simple. Mais oui. C'est juste être là. Mais bien sûr. De quoi tu as besoin, quoi. Il y a rien d'aussi compliqué, finalement. Honnêtement, vos expériences sont extraordinaires. On ressent l'émotion, on ressent votre passion et t'as envie de continuer pendant encore des heures, des jours, même à voir vos paroles, pour le coup. Mais peut-être pour conclure, en quelques mots, quels seraient les conseils que vous donneriez à ces familles, ces parents voire même ces enfants, qui pourraient peut-être aussi, à l'inverse, proposer à leurs parents de partir, d'aller aider l'autre. Quels conseils vous leur donneriez Juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au ballon, il y avait quelque chose qui brûlait. Et je pense que c'était une première étape, c'est qu'est-ce qui brûle en moi. Parce que... oui, on pourrait faire plein de choses. Je pense qu'on pourra faire plein de choses quand on le fera ensemble. Quand je dis ensemble, c'est tout le corps de Christ. À quoi moi je suis appelé? Quel est le ballon que moi je peux penser. Et pour moi, il y a et l'autre chose que je dirais, c'est faire référence au message de Daniel récemment, pasteur Daniel, qui disait c'est ta marche qui fait le chemin. Exactement. Vas-y, avance. Si tu sais pas où tu vas, c'est pas grave. Commence avec l'enfant qui a besoin d'attention dans la cour de récré. Si t'as envie de partir, peut-être contacter une personne qui est déjà partie et qui pourra t'en dire plus, mais fais juste un pas, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est comme ça qu'on vit nos vies, et c'est comme ça, je crois que vous avez vécu aussi ce voyage-là. Et c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Mais moi, je n'attends plus maintenant la révélation particulière qui me disait quelle sera ta prochaine étape, c'est vas-y, et je pense que dans notre marche, le Seigneur y révèle et il nous montre comment aller de l'avant. Exactement. Et pour rebondir sur ce que Ruben dit, et c'est exactement ça. Quand on est parti, on savait qu'on avait des compétences peut-être propres au champ missionnaire qu'on allait côtoyer, mais en fait, on avait vraiment plusieurs fois reçu aussi des conseils autour de nous, et c'était observer. Et en fait, on n'est pas parti dans un état d'esprit de on va aller là-bas, on va tout changer, on va faire ça. Non, parce qu'en plus, il faut s'adapter sans arrêt et se réadapter. Tous les jours, le programme changeait. Dans notre tête, c'était ça, et puis tout était bouleversé sans arrêt. Mais c'est vraiment y aller aussi avec cette humilité et se dire, oui, en fait, on observe. Ce qu'on peut trouver à faire, on le fait. Donc ici ou là-bas, en effet, on n'a pas les mêmes choses à cœur. Nous, c'est vrai que la mission, l'étranger, ça nous parlait, mais en effet, certains seront peut-être plus auront plus à cœur d'aller faire des maraudes aussi, pourquoi pas, ou d'aller faire des choses ailleurs. Alors c'est important aussi, je pense, quand on part à l'étranger, aussi de faire des choses chez nous, dans notre entourage. Il faut pas non plus tout miser sur l'étranger. On a des choses, oui, à faire autour de nous, mais en effet, on a tous des choses à cœur. Je pense aussi que c'est important d'être bien accompagné. Et c'est ce qui ressort aussi, je pense, de nos expériences. C'est qu'on a eu autour de nous des personnes matures qui ont su nous conseiller, nous accompagner. Et on n'est pas non plus parti en se disant tiens, ce matin, je me suis levée, j'ai eu envie de partir en mission. Non, ça a été des choses qu'on avait à cœur depuis longtemps, qu'on a préparé. Je pense qu'on se formait aussi par nos différentes expériences. Mais c'est ça, après on fait un pas après l'autre. C'est exactement ça. Et après, quand l'opportunité se présente, il faut la saisir, ni plus ni moins. Mais c'est pas par effet de surprise, parce que vous ressentez au moment où je dis, allez, il faut y aller. Allez, tu marches, tu y vas. Et puis, il y a comme, tout je dirais pas tout ce passé, mais tout ce que vous avez appris et tout ce que Dieu a semé en vous, qui, d'un coup, vous savez, germe, et puis prend forme, et puis je se dit, waouh. Et là, je me dis, là, j'ai une opportunité, c'est peut-être l'occasion d'encore m'accroître.
Et je me dis, on y va et on apprend sans savoir ce qu'allait nous attendre derrière. Mais on sait que Dieu nous accompagne. Donc après, oui, puis utilisez vos contacts, votre réseau, parce que voilà, enfin, cet ami Ravi, on le connaît il y a 10 ans quand nous étions missionnaires sur un bateau, et à vrai dire, on avait en tête d'emmener nos enfants se vivre de nouveau avec nous sur ce bateau et de refaire cette expérience-là. Et puis on s'est dit, en fait, pourquoi pas juste que, au lieu d'attendre de prendre une grande décision comme ça, contacter Ravi et voir si ça serait possible dans un premier temps, avec nos enfants, faire un voyage en Inde, le voir et voir ce que ça donne. Donc voilà, son réseau, oui, et puis tout le temps, comme disait Jonathan, faisons un pas après l'autre, prier parce que Dieu veut de toi, et commencer petit dans la cour de récréation. Bien sûr. C'est surtout pour les enfants, ils savent pas tout ce qu'ils peuvent faire, mais si nous les parents ou si on est une tata ou un tonton ou un grand-père, on peut encourager les enfants autour de nous aussi à aimer autrui, aimer les copains et copines de l'école et c'est une chance. Ou dans le quartier. Tu dis la référence à ce comment aime ton prochain comme toi-même. Ça peut paraître gros, ça peut paraître énorme, ça a longtemps été le cas pour moi. C'est presque un commandement pesant. Et en fait, je me rends compte avec le temps qu'en fait, ce qu'il nous demande, c'est pas de sauver le monde, il l'a déjà fait. Par contre, ce qu'il nous donne comme chance et comme opportunité, c'est que notre vie, elle prenne du sens. Et notre vie, elle ne prend que du sens quand on offre et quand on donne et quand on aime. Et quand on réalise ça, on se dit, mais comment est-ce que tu m'as câblé, Seigneur? Qu'est-ce que tu m'as donné comme désir, comme passion, comme compassion particulière? Peut-être on verra, ce soit nous, on est partis à l'étranger, mais pour d'autres, ça peut être les personnes âgées, pour d'autres, ça peut être les gens du quartier, d'autres, ça peut être les enfants, d'autres, ça peut être une personne en particulier dans l'école. Il m'a mis ça à cœur, et quand je me mets en marche, mais je me rends compte que je marche dans ce qu'il a prévu pour nous. Et ça. En fait, c'est le meilleur endroit dans lequel on peut être. Exactement. Donc tout d'un coup, ce truc pesant qui paraissait comme un grand commandement qui pourrait nous... Tout d'un coup, ça devient libérateur. Ça devient quelque chose qui nous... On découvre la vie avec un grand V. Quoi. Exactement. Et en fait, moi, c'est peut-être l'encouragement que j'aimerais donner, c'est... Si vous avez envie d'aller dans une direction, allez-y. Allez-y. Seigneur, il va vous accompagner, vous montrer à fur et à mesure. Et c'est un chemin de liberté et pas un chemin de privation, au contraire. C'est ça. C'est ce qui est ressorti. Nous, vraiment, le sentiment qui a dominé, je pense, pendant toute cette mission, c'était que c'était une évidence. On devait être là. Et en fait, à aucun moment, on a dû faire d'efforts pour se forcer à faire des choses. Et c'est vraiment ça. Je pense que quand on fait ce pourquoi on est fait, et ben en fait, on sent une sérénité, il y a quelque chose de naturel. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Tu sais que t'es dans les plans, t'es dans les plans de Dieu. Et puis c'est tout. C'est tout simple à vivre, hein, mais c'est tellement riche. C'est tellement riche. Et j'encourage à ce niveau-là vraiment à persévérer là-dessus et puis à être à son écoute. C'est génial. C'est investir aussi, je pense, dans le cœur de nos enfants ou pour leur avenir. Et bien sûr qu'il y a plein de défis de partir en famille. On l'a tous vécu et parce que c'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas partir avec plein d'objectifs, plein de choses, parce qu'on savait que les enfants nous rappelleraient aussi à nos réalités de parents. Enfin, voilà, avec la fatigue, avec plein de choses. Mais en fait, je me dis que, en effet, chacun peut servir à son niveau et qu'on investit aussi, oui, pour la suite, pour notre présent, mais pour notre futur aussi, parce que les enfants relaieront et chacun a son rôle à jouer. Il n'y a pas d'âge. Priscille, Jonathan et Ruben, merci beaucoup pour votre expérience, pour votre témoignage. Je crois vraiment que ce qui est marquant, c'est que vous vivez ce que vous nous partagez. Vous l'avez vécu et vos enfants derrière, quand vous racontez un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'eux-mêmes ont expérimenté, on sent que ça vient de ce que vous-même vous avez fait en fait. Vous avez vécu comme Jésus finalement, vous avez fait. Et derrière, vos enfants, ils vous ont vu faire et derrière, ils ont aussi refait, comme leurs parents, comme leur père, leur mère ont fait. Et ça, c'est vraiment marquant de se dire, il faut simplement vivre et Dieu est là. Dieu est là vraiment sur tout le long du chemin. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci à toi. Et là, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été là et j'espère que ça vous aura encouragé, que ça vous aura motivé. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine
pour le culte et pour notre émission de l'élément question.